Tout d'abord, une petite introduction sur les métiers en tension. Nous sommes de la société Altagile. On distribue un logiciel de recrutement qui s'appelle Softy. Laurine est business manager et moi, je suis la dirigeante de la société. Dans un premier temps, on veut vraiment vous faire partager de l'expérience et vous faire partager des astuces pour recruter mieux. Alors, tout d'abord, on va refaire un petit point de définition. Qu'est-ce qu'un métier en tension? Aujourd'hui, un métier en tension est un métier pour lequel un employeur peine à pourvoir le poste. Plusieurs raisons peuvent être en cause sur la tension de ce métier. Ça peut être le poste proposé qui souffre d'une mauvaise image et qui, du coup, attire très peu de candidats. On pense par exemple à certains métiers de l'industrie qui souffrent d'une popularité très faible, qui, pour les nouvelles générations, peuvent ne paraître pas glamour, qui ne donnent pas envie. Il y a toute typologie de métiers. Il y a des métiers aussi pour lesquels il n'existe pas de formation adéquate, car vite obsolète. Aujourd'hui, on le voit bien avec la révolution numérique, les nouvelles technologies, ça bouge très vite. Et du coup, pour certains métiers, il n'y a même pas de formation existante. Et si bien tant est qu'il y ait une formation pour ces métiers-là, en fait, elle serait vite obsolète car certains secteurs sont amenés à bouger très, très vite. Ou alors, encore, un manque de personnes formées pour ces métiers-là. On pense par exemple des postes dans l'informatique, des métiers de développeurs, où là, il y a plus de demandes liées au contexte, mais il n'y a pas assez de personnes qui sont en formation. De manière globale, Laurine, on peut dire qu'un métier en tension, c'est avant tout un métier sur lequel il y a plus de demandes d'embauche que d'offres de candidats, c'est-à-dire que de candidats en recherche sur ce domaine d'activité. Donc forcément, il y a un déséquilibre marché et cela, c'est aux recruteurs de mettre en place des plans d'action pour aller attirer des talents qui se font de plus en plus rares. Exactement. On va continuer par faire un état des lieux. Donc là, on vous a donné une petite définition. L'état des lieux aujourd'hui, on peut le faire grâce à une étude de Pôle emploi qui s'appelle l'étude BMO, besoin en main-d'œuvre, tout simplement, qui aujourd'hui fait ressortir que 51,2% des recrutements sont jugés difficiles par les entreprises. Alors, il peut y avoir deux raisons, le manque de profil sur le marché et puis aussi une deuxième raison, le manque d'attractivité de certains secteurs vers lesquels les candidats ne se tournent pas. Alors, le manque d'attractivité, ça peut être du secteur d'activité, mais ça peut être de l'entreprise aussi. Exactement. Qui ne va pas travailler son attractivité, qui ne va pas communiquer ou qui pense communiquer, mais qui ne communique pas de la bonne manière ou pas sur les bons canaux pour être attractif. Et c'est ce qu'on va voir. Là, on est sur des problématiques un peu plus marque employeur et c'est un sujet sur lequel on intervient également avec Marion. Si vous voulez consulter un petit peu, si ce sujet vous intéresse, on a différents webinars animés sur le sujet marque employeur notamment. Qui n'est pas si loin finalement de tout est corrélé de toute façon dans le recrutement. Là, juste un petit point métier, en fait. C'est encore l'étude de Pôle emploi qui fait ressortir en fait le top 10 des métiers qui rencontrent le plus de difficultés. Donc, on va avoir les exploitants d'équipements sportifs et culturels, les professions travail des matériaux, de certains matériaux spécifiques, des carrossiers automobiles, des couvreurs, géomètres, des régleurs, des charpentiers, aide à domicile, aide ménagère. Voilà, on est on est à peu près sur une même typologie de métier. On est sur des métiers dits plutôt opérationnels, productifs, et c'est là-dessus que se tend particulièrement le marché. Bien sûr. Forcément, on aura plus de tension sur des métiers qu'on va qualifier avec une pénibilité au travail plus élevée, puisque depuis quelques années, dans les ressources humaines, on sait qu'on a une obligation d'avoir un fameux document d'analyse de la pénibilité. Tous ces métiers où il y a une pénibilité plus élevée, donc le bâtiment, l'industrie, les ouvriers qualifiés, on aura des tensions au recrutement. Ce qu'on voit arriver aussi, et depuis moins de temps que le bâtiment ou l'industrie, où on sait que ça fait des années qu'on a des difficultés de recrutement, il y a l'image de ces secteurs d'activité aussi. C'est la partie digitale, où en effet, avec cette révolution digitale et le boom des métiers du numérique, et bien forcément, il y a une telle demande qu'on n'a pas assez de candidats, en tout cas pour pouvoir tous les postes.
Aujourd'hui, cette tension sur les métiers, elle est d'autant plus problématique qu'il y a une enquête qui a été réalisée auprès de 320 PME. Et aujourd'hui, 52% d'entre elles considèrent que les difficultés de recrutement représentent le principal frein à leur développement. Donc là, il y a un véritable enjeu sur certains métiers pour que les entreprises puissent se développer. Voilà, c'est pas forcément faute d'un carnet de commandes qui ne se remplit pas. A contrario, c'est le déficit de candidats. Donc là, après cet état des lieux, on va vous donner tout simplement des clés pour pouvoir justement essayer de recruter. Alors, bien sûr, à un moment, s'il n'y a pas de candidat, on ne peut pas en fabriquer, mais on peut essayer d'optimiser, de faire des choses pour en capter un peu plus, pour fluidifier ces processus. Le premier point qu'on va évoquer, c'est d'abord optimiser son processus de recrutement. Donc là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour justement optimiser son processus et puis peut-être aller chercher des candidats ailleurs que de la façon traditionnelle qu'on connaît en appelant son conseiller Pôle emploi, etc. La première chose qu'on peut voir, c'est la gestion des recrutements. La gestion des recrutements, il faut l'avoir pas forcément de la façon classique, mais de la façon optimisée. Donc là, avoir des outils qui peuvent vous permettre de mieux gérer vos recrutements. Peut-être d'être un peu plus réactif dans le traitement de vos candidatures. On échangeait avec un de nos clients où il y a une forte tension sur un métier sur les métiers de mécaniciens. Ils recrutent des mécaniciens. Ils nous disaient, le mécano, si on ne le contacte pas dans la journée, c'est une autre concession qui l'a contacté dans la foulée et qui, du coup, fait que le candidat passe sous le nez du recruteur. Donc là, avec une gestion des recrutements adaptée, fluidifiée, optimisée, ça permet justement d'éviter ce genre de cas et puis d'optimiser et de mieux suivre ces candidatures. En effet, des métiers en tension, ça demande une adaptabilité du recruteur pour le coup, puisqu'on se souvient qu'il y a 10 ans, le recruteur pouvait être en force, avoir pléthore de candidats et être vraiment le meneur du recrutement. Aujourd'hui, sur certains métiers, on est tenu par les candidats. On le voit, ils peuvent nous imposer quasiment la rémunération, leurs exigences. Mais du coup, ça va demander au recruteur, comme tu l'as dit, Laurine, une vraie réactivité. On va se mettre au niveau du candidat et on va tout faire pour l'attirer et pour le capter. Il y a un autre point sur lequel on peut travailler aussi pour optimiser son processus de recrutement, c'est la cooptation. Et là, on sait que 40% des entreprises auraient recruté un cadre par cooptation. Autant dire que c'est quand même un vecteur qui est important. Alors, on sait que ça ne fonctionne pas dans tous les secteurs d'activité, mais bien sûr que tu prenais l'exemple d'un mécanicien. Un mécanicien a été à l'école, a pu faire un BEP mécanique, si on prend cet exemple-là, dans son réseau, sur ses réseaux sociaux, sur son LinkedIn, sur son Facebook, même sur des réseaux sociaux personnels, il a une communauté de métiers de sa branche. Donc, en effet, pourquoi pas les solliciter, ces collaborateurs, en faire des ambassadeurs de votre entreprise et les challenger à leur dire, voilà, on a des métiers qui sont en tension, on a des postes ouverts. Si tu connais des gens, fais-nous partager ton réseau parce que le recruteur, le dirigeant, n'est pas forcément à même d'avoir cette communauté. On connaît même des entreprises qui mettent une carotte, comme on dit, à la clé avec une prime de cooptation. C'est-à-dire, si un collaborateur présente de son réseau un candidat sur un poste dit en tension et qu'il est recruté et validé dans sa période d'intégration, le collaborateur reçoit une prime. Mais finalement, je trouve ça assez logique puisqu'on dit qu'on a besoin de cette main-d'œuvre et de ces ressources humaines pour faire avancer et développer l'entreprise. On met bien des primes commerciales et finalement, aider l'entreprise à avancer, c'est aussi aider l'entreprise à trouver le personnel adapté. Et ça aide bien sûr à valoriser le collaborateur et aussi le métier. Le troisième point qu'on peut évoquer, c'est aussi le sourcing. Déjà, le sourcing, le vôtre, votre CVTech, votre base de données. Vous avez certainement diffusé des offres où dedans, vous avez plusieurs candidats, vous en retenez qu'un seul, mais peut-être que d'autres pourraient correspondre. D'avoir un véritable outil de sourcing, de gestion de base de données CVTech, ça vous permet aussi d'optimiser, de venir piocher et rechercher des candidats qui avaient postulé
peut-être il y a quelques mois, peut-être une année, au sein de votre entreprise et qui n'avaient pas été retenus, mais qui aujourd'hui peuvent de nouveau vous intéresser. Donc là, ça vous permet de suivre vos candidats, de ne pas les perdre. Un candidat qui postule aujourd'hui ne vous intéresse pas, mais dans 3 mois, on ne sait pas comment ça peut évoluer. Donc là, c'est à vous de pouvoir suivre, retrouver ces candidats et puis après, au cours du contact, leur donner bien sûr envie de rejoindre votre entreprise. Mais vraiment, cet outil de gestion de CVTech, de faire du sourcing, ça vous permet déjà de mieux gérer votre base de données et que ce ne soit pas des candidats perdus. On connaît tellement d'entreprises qui ont le fameux tiroir à CV où quand on reçoit des CV, on n'a pas le temps de les traiter, que ce soit interne, externe, et on les range dans un tiroir et jamais on retournera ouvrir ce tiroir quand on fait un recrutement parce qu'on n'a pas le temps. C'est plus rapide de mettre une annonce en ligne et peut-être que le bon candidat était dans le tiroir. Donc, travailler sa base de données, avoir un outil demain qui permet d'optimiser des requêtes dans une base de données, c'est vrai que c'est un réel plus pour recruter. Oui, aujourd'hui, c'est complètement terminé, les classeurs, les pochettes et le papier. Nous, on sait que ça existe encore parce qu'on voit encore des entreprises qui travaillent comme ça, mais c'est vrai que la digitalisation a optimisé aussi le traitement d'une base de données qu'on ne pouvait pas forcément optimiser il y a 10, 20 ans. Il y a un gros gain de temps pour les recruteurs. La mobilité interne est aussi un facteur d'optimisation. On s'explique. Il y a forcément dans une entreprise, quelle que soit la taille, alors plus l'effectif est important, plus la mobilité va être possible naturellement. Il y a forcément des collaborateurs qui aspirent à d'autres postes. Ça, c'est important de les identifier, de les analyser, parce qu'on a toujours le commercial qui veut devenir comptable. Bon, là, en effet, il se peut que les compétences soient pas forcément au rendez-vous. Mais en tout cas, il y a des mobilités qui sont tout à fait possibles, surtout aujourd'hui avec des plans de formation interne, avec des parcours de montée en compétences. On peut faire de la mobilité interne. Donc, pourquoi pas aussi travailler sur un intranet, sur un système de bourse d'offres d'emploi interne qui va permettre peut-être à un collaborateur de votre entreprise qui arrive un peu au bout de son poste, qui se pose des questions et qui va voir en cette opportunité finalement un nouveau challenge. Vous avez déjà quelqu'un qui a la culture de l'entreprise, donc vous connaissez les valeurs et qui peut-être à former, mais c'est une personne qui, demain, peut évoluer sur un métier en tension parce que vous le connaissez. Ne jamais exclure de candidats internes ou externes, on peut dire, par défaut, puisque sur les métiers en tension, toutes les candidatures doivent être analysées et puis après, la formation peut être mise en place. Ce que je peux ajouter, c'est si le candidat postule à cette offre qu'on est sur un métier en tension, ça montre déjà aussi une certaine motivation. Et puis, mettre en place de la formation en interne, comme le disait Marion, de l'accompagnement du candidat. Ça, si vous communiquez dessus aussi, c'est un fort vecteur d'attractivité pour vos candidats externes. Là, cette fois-ci, mais bien sûr, en interne, on les fidélise. Mais pour le candidat externe qui se dit, OK, je vais rentrer dans cette entreprise, je vais faire tel métier, mais je sais très bien que si je peux changer, si j'ai envie de changer, je vais pouvoir être accompagné et du coup, tout de même rester et ne pas changer d'entreprise, même si la personne souhaite changer de métier. On a des parcours évolutifs de plus en plus. On le voit bien sur les nouvelles générations et au sein même de l'entreprise. On doit proposer des carrières avec différentes vies professionnelles. Le dernier module, c'est bien sûr le traitement des candidatures spontanées, les précieuses candidatures spontanées, bien souvent sous-estimées parce qu'on se dit oui, mais j'ai reçu un CV, mais ça ne correspond pas à l'offre que j'ai en cours, donc du coup, ça ne va pas, je ne vais pas perdre de temps. Mais dites-vous que le candidat qui vous fait une candidature spontanée, c'est déjà qu'il vient postuler chez vous. Ce n'est pas parce qu'il a vu une offre et qu'il cherche un job, c'est juste qu'il vient postuler au sein de votre entreprise parce que votre entreprise lui fait envie. Donc, dites-vous que là, on est sur un vivier très précieux de candidats motivés par votre entreprise, votre ADN, votre culture. Donc là, ces candidatures spontanées, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des candidats qui ne correspondent pas au profil que vous recherchez, mais attardez-vous tout de même, contactez-les, conservez-les précieusement, ayez un outil qui vous permet de les retrouver facilement, de bien les conserver et pas juste qu'ils terminent dans un tiroir ou directement à la poubelle parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps et que ça ne va pas.
Ces candidatures spontanées sont très précieuses et bien souvent, elles sont trop peu traitées, alors que certains candidats sont peut-être aussi tout autant motivés pour certains postes et pourquoi pas avec de l'accompagnement, de la formation, de façon à réajuster si le profil aujourd'hui ne correspond pas tout à fait à ce que vous recherchez. Le deuxième point qu'on va évoquer, donc après avoir fait le tour des outils qu'on peut exploiter pour trouver des métiers en tension, c'est en fait l'expérience candidat. Il faut impérativement que l'expérience candidat soit adaptée. Aujourd'hui, un chiffre qui fait assez peur, 3 candidats sur 5 ont abandonné leur processus de candidature car il était jugé trop compliqué. Moi, ce chiffre, il me surprend encore de me dire qu'on est quand même au 21e siècle, qu'on a des outils digitaux, qu'on parle d'expérience candidat, de marque employeur et qu'on a 3 candidats sur 5 qui disent non mais trop compliqué. Entre nous, je sais pas, peut-être qu'il y a aussi un tri naturel sur quelqu'un qui n'est pas capable d'aller au bout d'un processus. Il faut peut-être pas se mentir, mais il y a aussi très certainement une remise en question numérique des entreprises qui doit être faite, dans le sens où si vous demandez de remplir un formulaire de 18 pages et que votre processus est très compliqué, ben déjà, vous allez passer à côté des candidats, c'est évident. Et en plus, ça ne reflète pas un dynamisme de l'entreprise, un côté innovant. On a envie de rejoindre aujourd'hui une entreprise qui met en place des outils dès le moment de la candidature qui soit sympathique et dans un environnement qui soit marketing. Et c'est d'autant plus important lorsqu'on est sur des métiers en tension. Là, si on dit qu'on est sur un métier en tension et que sur les 5 candidats que j'aurais pu potentiellement avoir, il y en a plus de la moitié qui ont abandonné le processus de recrutement, effectivement, on ne s'en sortira jamais. Donc là, il faut vraiment adapter l'expérience candidat. Le souci que rencontrent les entreprises bien souvent, c'est qu'elles n'ont pas les outils adaptés, qu'elles n'ont pas forcément la ressource temps aussi pour le mettre en place. Mais là, du coup, faites peut-être plutôt confiance à des professionnels qui vont vous accompagner justement sur ces modules-là. Aujourd'hui, 81% des candidats utilisent leur téléphone mobile pour candidater, de source Région Job. 81% des candidats. Dites-vous, est-ce que mon site est bien adapté au mobile? Est-ce que mon offre est bien lisible sur un mobile? Est-ce que le processus, est-ce que c'est facile de glisser un CV sur mon site sur mon site depuis un téléphone portable? C'est un chiffre à corréler avec 81% des candidats qui postulent via leur téléphone. On a un site sur 2 en France qui n'est pas lisible ou pas ergonomique, en tout cas, sur téléphone. Ça veut dire que déjà, tous ces sites-là, si vous avez un onglet carrière, ou peut-être même vous n'en avez pas, mais en tout cas, si vous en avez un et que le candidat ne peut pas y accéder, ben, il y a de plus en plus de personnes qui n'ont pas d'ordinateur et pour qui l'expérience numérique se fait à 100% via un téléphone. Posez-vous la question, est-ce que mon site est adapté? Est-ce que aussi mon processus est adapté à ma typologie de profil? On ne recrute pas aujourd'hui un cadre comme on recrute un opérationnel. Pour un poste 4, pour un poste de direction, on va peut-être demander peut-être un peu plus d'éléments, un CV, une lettre de motivation à minima, d'autres éléments, je ne sais pas. Ça peut être aussi de faire passer des tests de potentiel, de connaissances sur un secteur bien précis. Si on est sur un métier en tension, qu'on recherche un agent de manutention, demander un CV, une lettre de motivation, c'est déjà beaucoup trop. Dites-vous aussi, lorsqu'il insère son CV, est-ce qu'après, il a encore des champs à remplir? Est-ce qu'on l'accompagne? Est-ce qu'on l'aide? Parfois, on a des profils aussi qui ne sont pas très à l'aise avec le digital. Comment est-ce qu'on les accompagne? Est-ce qu'on fait vraiment quelque chose pour ces candidats-là où on se dit, s'ils ne sont pas capables d'envoyer le CV, tant pis. Oui, mais si c'est passé de la moitié de ces candidats, c'est quand même dramatique, surtout si on est sur des métiers pour lesquels on peine à recruter et qui freinent le développement de l'entreprise. Donc là, il y a une remise en question, il y a une analyse aussi du comportement des candidats. Bien sûr, aujourd'hui, les candidats sont de plus en plus volages. Dites-vous qu'un candidat qui n'arrive pas à postuler dit « ça me saoule, je vais sur un autre ». Les nouvelles générations, c'est clairement ça. Puisqu'on a un côté hyper zapper, on a l'habitude, YouTube, la vidéo de 20 secondes, je zappe. Là, c'est pareil, ils auront une expérience candidat sur votre site. Compliqué, je ne trouve pas l'info, ça ne va pas, je zappe. Surtout s'ils ont un volume d'offres d'emploi qui est assez attractif pour eux. C'est ça.
Donc là, il faut vraiment travailler votre attractivité, votre expérience candidat. Donc l'expérience candidat, ça passe par la facilité du processus, mais ça passe aussi par la communication que vous avez. Tout simplement, il faut peut-être aussi penser à donner envie à ces profils-là. Alors, il y a des métiers qui peuvent paraître peu reluisants, mais justement, peut-être que c'est à vous aussi de redorer le blason de ces métiers-là, de les rendre attractifs, d'expliquer ce que vous faites pour rendre ces métiers-là un peu plus sexy aux yeux des candidats. Votre site, admettons si il n'est pas responsive et en plus, c'est une fiche de poste PDF que le candidat a à lire pour postuler. Mais juste non, c'est plus possible. Laurine dit non. Donc, c'est plus possible. Il faut vraiment travailler l'attractivité. Donc là, on commence à glisser sur des problématiques de marque employeur, mais c'est vraiment l'expérience candidat. Donc, mettre peut-être de la vidéo, que votre offre soit claire, expliquer les avantages aussi à venir travailler chez vous. Peut-être que vous avez mis en place une politique de qualité de vie au travail, du télétravail aussi. Justement, je pense notamment aux populations de développeurs qui aujourd'hui sont hyper qualifiés pour postuler à une offre, quel que soit le support, mais qui aujourd'hui zappent parce qu'il y a tellement de demandes et ils ont besoin d'être captés autrement que juste par une offre. Il faut savoir donner envie, expliquer, donner envie au candidat et lui dire pourquoi, en quoi c'est bien de rejoindre votre entreprise. Expliquer qui vous êtes, vos valeurs et marketer. Alors même c'est un mot que les ressources humaines aiment moins, mais il faut marketer ses ressources humaines, marketer son attractivité, c'est évident. Et dernier point qui va rattacher notre point précédent, tout simplement la communication candidat. Fluidifier l'information, bien communiquer avec vos candidats, être réactif et personnaliser un maximum les échanges que vous avez avec eux. Donc ça, c'est des outils qui peuvent vous aider. On est sur la gestion des candidatures, mais aussi communication candidat, où là, avec des outils, vous allez pouvoir communiquer plus facilement avec vos candidats et puis être beaucoup plus réactif et directement leur envoyer un petit mail ou un SMS. Bonjour, on a bien reçu votre candidature, votre profil nous plaît, on a envie de vous rencontrer. Et ça, de le faire avec un outil, ça vous permet d'être beaucoup plus réactif. Le candidat se sent directement accompagné, il sent qu'on communique avec lui de façon personnalisée et tout de suite, son expérience va en être beaucoup plus valorisante. Après capter de nouveaux candidats, qu'est-ce qu'on va faire? S'ouvrir à de nouveaux profils. Effectivement, parce qu'on n'a pas beaucoup de profils. Si en plus on est hyper fermé, non, ça ne va pas aller. Vous n'allez jamais trouver le mouton. Le mouton à 5 pattes, de toute façon, n'existe pas. Et si vous ne vous ouvrez pas, vous ne trouverez pas de profil. Donc, on a vu, on ouvre ses chakras un maximum, la cooptation, les candidatures spontanées, toutes les sources de candidature doivent être traitées. Et une fois qu'on a de la matière, on arrive à l'analyse de cette matière. Et là, dans 9 cas sur 10, les recruteurs nous disent oui, mais de toute façon, j'ai reçu peu de CV ou j'ai trouvé peu de CV, mais il n'y a rien qui va. Ça, il n'y a rien qui va. Bon, il n'y a rien qui va, pourquoi? Pourquoi? Parce que certainement, vous êtes en train de chercher le candidat qui a la bonne expérience, qui a travaillé dans l'entreprise concurrente, qui connaît la machine. Si on est en industrie, il faudrait qu'il sache régler la machine avant d'arriver et puis qu'il connaisse déjà le code du vestiaire pour caricaturer un petit peu les choses. Eh bien non, je suis désolée, mais non. Sauf évolution biologique où on pourra construire des candidats sur mesure dans les laboratoires, ce qui n'est pas forcément à souhaiter. Il va falloir encore ouvrir ses chakras sur la sélection de candidatures. Et ouvrir ses chakras, c'est prendre chaque candidature et se dire, OK, peut-être qu'il n'a pas la formation BTS alors que je voulais un BTS, il a peut-être que le bac. Peut-être que ce n'est pas un mécanicien automobile, c'est un mécanicien industriel. Moi, je cherche un mécanicien automobile. Mais en même temps, il a des bases théoriques, il a des bases pratiques, pas dans le même environnement. Qu'est-ce qui manque pour que cette personne soit opérationnelle? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est quel est le gap à passer? Parce que je vais vous prendre un exemple qu'on adore, qui est l'exemple d'un commercial. On recherche un commercial. On va chercher un commercial comme tout bon RH qui veut être performant, qui soit opérationnel dès lundi matin. Donc, on prend un commercial en vente de matériel informatique, par exemple. Donc, il faudrait qu'ils connaissent la gamme informatique, qu'ils connaissent idéalement le CRM, les clients, qui s'adaptent à l'entreprise. Quelqu'un qui soit dispo lundi matin
pour faire ce job, non. Il faut arrêter de rêver, en fait. 5 minutes. Peut-être que simplement, trouver quelqu'un qui partage des valeurs, qui a une capacité de formation. Donc, on va parler de ce qui fâche un peu, mais une capacité intellectuelle, une capacité cognitive importante pour se former, pour comprendre, apprendre rapidement, qui a des valeurs, qui a des soft skills qui sont très importantes, des valeurs, de la motivation, qui va aller vers quelque chose qui soit constructif avec vous. Peut-être que cette personne, elle ne connaît pas le matériel informatique. Mais en attendant, elle a toutes les qualités requises pour se former rapidement et pour être efficace, peut-être pas lundi, mais dans un mois. Mais sur le long terme, les recrutements qui prennent en compte les soft skills, qui prennent en compte la capacité de l'individu à comprendre, apprendre, à s'engager, à la motivation, on sait que c'est des gens qui sont plus fidèles, qui vont rester, qui vont s'investir. Est-ce que le commercial qui connaît le matériel informatique, qui connaît la base client et le CRM, le candidat sur le papier qui a l'air sur mesure, mais peut-être que dans 6 mois, il est parti parce que l'entreprise va évoluer, parce qu'aujourd'hui, on vend des PC, mais demain, on va vendre des serveurs, parce que c'est ça aussi qui se passe dans le nouveau monde professionnel. L'obsolescence des compétences, c'est le quotidien. Donc, peut-être se centrer davantage sur des gens pour qui les soft skills sont plus élevés, les tests cognitifs sont bons. On partage une culture avec lui. C'est des gens qu'on va pouvoir accompagner, former, qui vivront une expérience de carrière, comme on l'a dit tout à l'heure, et sur qui on pourra compter. Et là, il faut faire un pas en arrière et se dire, est-ce que ma méthodologie de recrutement aujourd'hui est la bonne? Et on est tous un peu faussés parce qu'on est dans cette urgence d'avoir quelqu'un opérationnel lundi matin. Mais en fait, je pense qu'on est sur du recrutement à moyen terme et pas sur du recrutement à long terme. En effet, c'est plus compliqué d'aller vendre à son manager, à son directeur, qu'on a trouvé un candidat, c'est peut-être pas sur le papier le candidat qui sera opérationnel demain. Mais en attendant, c'est la bonne personne pour accompagner ce service parce que il va bien s'entendre avec les membres du service, parce qu'il a envie d'avancer, parce qu'il est disponible et que dans 6 mois, ce sera une vraie réussite d'intégration. C'est des méthodologies qui sont assez courantes, on va dire, outre-Atlantique, parce que si vous passez un entretien aux États-Unis, on va vous dire, on va quitter, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis le CV viendra après. Nous, on a tendance à se centrer sur le CV avant même de rencontrer le candidat. Donc, sur des métiers en tension, peut-être encore plus que globalement, parce que nous, on prône un peu, enfin beaucoup même, pour des nouvelles méthodologies de recrutement plus basées sur l'humain. Mais sur des métiers en tension, certainement qu'il faut encore accentuer le poids des soft skills, le poids de la relation avec le candidat. Donc, tout ça, on en est convaincu. Et quand on pose la question, on sait que 66% des recruteurs vont dire que comment on choisit un candidat? Sur le parcours et l'expérience. Voilà. Le savoir-être et la personnalité viennent juste après, en effet. Mais sur les métiers en tension, si on faisait l'inverse, on aurait peut-être des réussites supérieures. On vous a parlé beaucoup, on vous a donné beaucoup de conseils, on a fait de la théorie comme on fait à chaque fois lors de nos webinars. On a toujours une partie théorique, état des lieux, et puis on vous donne des conseils. La partie suivante, du coup, clairement, c'est quels outils? Comment est-ce qu'on met tout ça en pratique? Tout d'abord, le premier outil qu'on peut vous suggérer, c'est un logiciel de recrutement pour optimiser ses processus et sa gestion de candidats. Tout à l'heure, on parlait de gestion de recrutement, de cooptation, de sourcing, de mobilité interne, de traitement de ces candidatures spontanées. Alors tout ça, si un RH le fait sans outils, c'est hyper bien, mais ça prend énormément de temps. Aujourd'hui, c'est pas possible quand on est RH et qu'on a plein de choses à faire, qu'on n'est pas juste chargé de recrutement, de gérer tous ces différents points. Là, c'est là qu'interviennent les outils. En gros, il vous faut un assistant virtuel, un assistant de recrutement, et que vous le retrouvez dans les logiciels. Le logiciel, ça va vous permettre justement d'optimiser la gestion de vos recrutements et puis de gérer tout ce qui est cooptation, sourcing, avec une base de données, de gérer la mobilité interne, savoir quel candidat, quel collaborateur est intéressé par un job qu'on a posté, et de traiter rapidement vos candidatures spontanées.
Aujourd'hui, c'est indispensable lorsqu'on recrute régulièrement de s'équiper de ce genre d'outils, déjà pour optimiser son process, pour gagner du temps et être sûr de bien traiter ses candidatures et qu'il n'y ait pas un candidat qui nous passe sous le nez parce qu'on n'a pas su être assez réactif ou tout simplement qu'on ne l'a pas vu. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, les boîtes mail de recrutement, effectivement, si vous avez en plus de l'attractivité et que vous avez des candidatures spontanées, des candidatures à certaines offres parce que vous avez ouvert des dizaines de postes, parce que vous êtes en plein boom, c'est très compliqué et il est naturel qu'il y ait de la déperdition d'informations et que certains candidats, malheureusement, passent à la trappe. Donc là, avoir un logiciel, c'est vraiment assurer ses arrières et être sûr que tout sera traité et de la bonne façon. On n'imagine pas un service commercial fonctionner sans logiciel non plus. Exactement. Imaginez que les commerciaux aient en tête ou dans une boîte mail tous les clients ou dans un tableau Excel. Bon, le CRM arrive dans les entreprises. Il y a 10 ou 15 ans, on n'imagine plus travailler sans. L'ATS, qui est le logiciel de recrutement, doit être un incontournable aujourd'hui. Et encore plus sur des problématiques de métiers en tension. On n'a déjà pas beaucoup de candidats. Si en plus, il y en a la moitié qui passent à la trappe, déjà qu'il y en a la moitié qui n'ont pas postulé, on ne va jamais s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Le deuxième outil qu'on peut vous proposer, c'est un site carrière à votre image. Aujourd'hui, 76% des candidats préfèrent postuler sur le site carrière de l'entreprise. Déjà parce qu'on a l'impression d'être dans l'environnement de l'entreprise. Aujourd'hui, les job boards sont seulement un tremplin. Les candidats préfèrent postuler directement auprès de l'entreprise, ce qui fait aussi que parfois, il y a des petits malins qui envoient des mails directement aussi. Mais voilà, le candidat, il a envie d'être chez vous. Il a besoin de vous identifier. Et puis, il trouve des infos. C'est ça. On ne va pas sur un job board. Il y a deux aspects sur le site carrière dans l'entreprise. Il y a bien sûr, je veux voir qui est cette entreprise. On ne répond plus à une offre sur un job board X ou Y. On veut aller voir ce qu'ils font, comment ils communiquent. Est-ce qu'on voit des photos de l'équipe, se projeter. Et plus votre site carrière permet aux futurs collaborateurs de se projeter, plus l'attractivité est forte. Puis, il y a aussi un autre facteur qui est, on a de plus en plus de réticence à donner nos données personnelles à des job boards parce qu'on ne sait pas ce qui est fait derrière, parce qu'on reçoit des mails sans arrêt, parce qu'on est relancé. Si on postule sur le site carrière d'une entreprise, on sait à qui on transmet nos données personnelles. Voilà. Donc, c'est indispensable. Et si je peux ajouter, si c'est votre site carrière, ça veut dire aussi que vous êtes maître du processus de candidature. Car si vous diffusez des offres sur différents job boards, déjà, entre Pôle emploi, entre l'APEC, pour citer les publics, et puis après d'autres un peu plus spécifiques, dites-vous que le processus de candidature ne sera pas le même en fonction du job board. Donc là, si vous renvoyez toujours le candidat vers votre site carrière pour postuler, c'est vous qui êtes maître du processus de candidature, les éléments qu'il devra vous fournir, l'agréabilité et l'expérience utilisateur. Et dites-vous que si vous pouvez en plus la personnaliser, là, c'est le top du top. On a besoin d'un logiciel de recrutement, d'un site carrière. Et d'un outil, des tests forcément pour analyser les soft skills. Les soft skills, on est sur des compétences humaines, bien sûr, mais si on juste les qualifier au cours d'un entretien, ça ne suffit pas. Forcément, on est un peu biaisé parce que l'humain, forcément, ne peut pas être à 100% objectif. C'est pour ça qu'il y a les tests. Les tests, c'est ce qu'on appelle, les tests pour analyser les soft skills, c'est ce qu'on appelle communément la psychométrie. Alors, ce mot, il fait peur, en fait, il n'est pas très compliqué. La psychométrie, en fait, ça permet de faire passer des tests à des candidats. J'imagine que ce matin, sur les gens qui nous suivent en direct, on a beaucoup de personnes des ressources humaines. Donc, la psychométrie, vous connaissez, c'est notamment des tests de personnalité. Et on se dit aujourd'hui que ces tests-là, ils ont un vrai intérêt, un vrai impact dans l'analyse du candidat. Si vous suivez un process de recrutement en analysant des soft skills, c'est-à-dire vous faites passer un test de personnalité à vos candidats. On a des clients qui aujourd'hui ont automatisé le process de recrutement avec des tests. C'est-à-dire vous allez sur le site carrière de certains de nos clients, vous passez un test, même en candidature spontanée. Tous les candidats ont un test de personnalité. Alors, ça a deux avantages. Le premier, c'est en termes de marque employeur, c'est top parce que quand on interroge des candidats qui ont vécu ce parcours-là, ils disent pour une fois, on a l'impression d'être valorisé et perçu autrement par notre CV, pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on a fait. Et puis, pour le recruteur qui va faire une présélection,
parce qu'un ATS, c'est pas là pour remplacer un recruteur, c'est là pour aider à la présélection. Ben, on sait que plus on a de data, plus on a d'informations sur le candidat, plus notre présélection de candidat, elle va être éclairée. Donc, j'imagine, j'ai un CV, mon candidat a passé un test de personnalité, donc j'ai une vision de ses soft skills. Nous, on propose un test où, par exemple, on va évaluer des compétences génériques, mais des compétences mener, décider, soutenir, coopérer, créer, conceptualiser, organiser, exécuter. Ce n'est pas corrélé au CV. C'est-à-dire qu'on peut avoir un bac plus 5 ou un bac plus 8 en management des organisations. Ça ne veut pas dire qu'on sait manager, ça ne veut pas dire qu'on sait mener et décider, parce que nos aptitudes naturelles, notre personnalité n'est pas en phase avec les attentes opérationnelles. Et il y en a beaucoup. On a tous une expérience de quelqu'un qui a un diplôme qui n'est pas forcément en phase. Je reprends le commercial. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir fait un BTS Action Co ou une école de commerce pour être un super commercial. Mais par contre, dans les compétences, s'organiser, entreprendre, communiquer, ça, c'est ce qu'on appelle des soft skills dont on aura besoin pour demain être un bon commercial. Donc, avoir cette vision autre du candidat que par son CV, une fois de plus, on ouvre ses chakras du recrutement.